qui est évident, c'est que c'est une France qui vit la crise sanitaire. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, les premiers temps notamment, on avait assez vite tendance à se dire, en gros, le virus est dans les grandes métropoles, ça veut dire qu'en dehors des grandes métropoles, tout va bien. Voire, si on suivait le regard notamment des urbains de CSP+, qui avaient eu la chance d'aller se confiner dans leur résidence secondaire, par exemple à Noirmoutier, à La Baule, à Aix-en-Provence, si je caricature un peu, mais des gens qui pouvaient télétravailler dans leur grand jardin, à la campagne, idéalement même au soleil, et qui vivaient une espèce de confinement heureux sur le thème de la miricorée, tout le monde, tout va bien et tout ça est formidable. Or, la réalité des territoires ruraux et des petites villes à l'heure du confinement, ce sont des gens qui étaient confinés comme les autres, dont les enfants ne pouvaient pas aller à l'école comme les autres, qui avaient peur comme les autres. C'était des gens qui, dans certains cas, pouvaient télétravailler, mais si on prend le cas notamment des agriculteurs, des personnels soignants dans ces territoires-là, si on prend la question des artisans et des commerçants dont je parlais, il y a quand même beaucoup de professions dans les territoires de la France dites périphériques où on n'a pas le loisir de télétravailler avec un ordinateur à la maison. Et ceci est d'autant plus vrai quand la fracture numérique se rajoute à ces paramètres. Et on sait très bien que notamment la connexion au haut débit est corrélée à la taille de la commune et que donc les zones blanches sont essentiellement dans ces territoires. Et puis ensuite, il y a toute la question effectivement des conséquences. La question des jeunes ruraux qui donc ont dû suivre l'école à la maison dans le contexte dont on parlait, généralement une connexion internet pas forcément extrêmement réactive, parfois des outils numériques à la maison qui ne sont pas suffisants, bref un contexte pendant le confinement assez complexe, et ensuite des enjeux d'orientation pour ces jeunes des territoires qui sont lourds de conséquences quand on sait qu'il y a déjà une forme d'inégalité des chances, et c'était le sujet de mon premier livre Les Invisibles de la République, mais une forme d'inégalité des chances concernant ces jeunes quand il s'agit de leur avenir. Je cite dans le livre l'exemple d'une jeune fille qui devait avoir un petit job étudiant pendant les vacances de Pâques et les vacances d'été dans le Puy-de-Dôme. Ça allait lui permettre ensuite de financer son logement. Qui dit plus de petits jobs, dit plus de logements étudiants et dans certains cas, et j'ai essayé de le raconter de façon objective, plus d'études supérieures. Donc voilà, c'est de tout ça dont il est question dans nos campagnes suspendues et j'ai essayé vraiment de m'appuyer sur les témoignages vraiment de terrain des habitants de ces territoires pour faire entendre leur voix. On a une forme de crise dans la crise. Vous avez des territoires qui, je le disais, ont souvent connu la crise économique de 2008, qui vivent en lame de fond le retrait des services publics, la question des déserts médicaux, la question de l'accès au numérique, qui se débattent avec ces réalités-là. Et la crise survient. Donc tout ça existe et il faut le dire, et à vrai dire dans nos campagnes suspendues, je n'hésite pas en m'appuyant sur les témoignages qui m'ont été faits à surligner au marqueur ces réalités-là, parce que la réalité c'est qu'on a souvent tendance à occulter les défis de ces territoires et de leurs habitants. Premièrement. Et deuxièmement, et il faut le dire tout autant, dénoncer cette situation, la mettre en lumière, faire parler les habitants de ces territoires, ça n'est absolument pas faire preuve de misérabilisme à l'égard de ces territoires ou imaginer que ce sont des territoires profondément en souffrance, avec des habitants qui rêveraient d'aller habiter dans les grandes métropoles. Ça n'est absolument pas le cas. En revanche, ce qu'il disait avant même la crise et ce qu'il rappelle dans ce contexte, et c'était, je pense, important de leur donner la parole, c'est qu'ils aimeraient pouvoir vivre dans ces territoires, travailler dans ces territoires, élever leurs enfants dans ces territoires avec les mêmes chances de départ, les mêmes opportunités, la même égalité des chances, et il faut oser le mot, qu'ailleurs, et qu'à Paris, Lyon ou Bordeaux. On voit ce thème monter depuis quelques semaines, depuis quelques mois même. Je trouve que c'est un thème dangereux qui, moi, me surprend beaucoup. Si je résume, l'idée est celle selon laquelle les Parisiens, les Lyonnais, les Bordelais, les urbains habitants des grandes métropoles vont massivement décider d'aller habiter
en Ardèche, dans le Morvan, dans la Creuse et dans les campagnes. On parle de revanche des campagnes, le mot est fort. Ce qui est, à mon sens, sous-estimer la réalité et les réalités du terrain et de ces territoires. Cette statistique de l'IFOP qui montre que 57% des urbains, avant même la crise, en 2019, disaient avoir envie de se rapprocher de la campagne pour y vivre, mais qu'en fait, immédiatement, ils évoquaient les freins à ce projet, la question des services publics, la question de l'accès au transport et la question de l'emploi. Il y a quand même fort à parier que ces difficultés-là, non seulement elles vont persister, mais peut-être même être renforcées, notamment la question de l'emploi, dans l'après-crise sanitaire. Donc on voit peut-être émerger certaines villes moyennes qui effectivement tirent leur épingle du jeu après la crise. On voit aussi les périphéries des grandes villes vers lesquelles les habitants peuvent avoir envie d'aller vivre, mais de là à parler d'une revanche des campagnes, il me semble qu'on est loin du compte et que compter sur ce ruissellement naturel de population, c'est, s'exonérer de trouver des solutions, s'exonérer de réfléchir à des sujets qui sont des sujets d'aménagement du territoire. Ce qui émerge des témoignages dans nos campagnes suspendues, c'est la nécessité de penser la fin de la crise sanitaire et l'après-crise sanitaire comme quelque part un moment territoire. On parle de ces fractures territoriales depuis des années maintenant. Est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir collectivement à comment embarquer les territoires fortement, massivement, dynamiquement dans la préparation du monde d'après, puisque manifestement il y aura un monde d'après et ce monde d'après a tout à gagner à se faire avec les zones rurales, avec les petites villes et pas uniquement à être imaginé par, si on schématise, les 12 grandes métropoles et leurs banlieues. Et il me semble que systématiquement décider d'adosser aux politiques publiques un pan ruralité, un axe petite ville en matière d'écologie, en matière de transport, en matière de services publics, en matière d'éducation évidemment, en matière de lien avec l'Union européenne. Le faire systématiquement, ça pourrait être une piste de solution. Dans le livre, je reviens beaucoup sur la question des déserts médicaux. C'est une question de moyens, c'est une question budgétaire évidemment, mais pas uniquement. C'est aussi une question d'ingénierie et de comment est-ce qu'on décide de prioriser et de penser les choses. C'est vraiment une poignée de jeunes médecins aujourd'hui en France qui se disent d'accord pour aller travailler dans les territoires ruraux. Bon, bah, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas 36 000 solutions. Il faut penser à des politiques incitatives qui certes ont un pan budgétaire, mais pas uniquement. Probablement qu'à ce stade, il faut penser les choses de manière nationale pour avoir justement une solution d'ampleur et qui ne soit pas uniquement, qui ne tienne pas uniquement compte de la bonne volonté et de l'engagement de certains territoires. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.